Bonsoir les amis et bienvenue encore une fois sur la chaîne La Matière. Ce soir, il s'agira de parler du principe de causalité, les causes et les effets. Voilà, c'est le 6e principe hermétique. Mais avant toute chose, avant de vous en parler, permettez-moi s'il vous plaît de pouvoir répondre à un ami qui m'a suggéré d'être un petit peu plus éloquent quant au but de tout ceci. Non pas qu'il doute de la finalité, mais simplement de faire peut-être soit un petit résumé ou en tout cas d'essayer d'expliquer pourquoi ces vidéos tout simplement. Je vous prie d'excuser mon amateurisme parce que je ne suis ni acteur ni vidéaste. Le montage, c'est quelque chose que je découvre avec mon fils. À ce titre, j'essaye d'être le plus moi-même. Donc veuillez excuser ce côté vraiment amateuriste. En tout cas, pour faire écho à la demande de mon ami, je vais faire quelques présentations. Voilà, je m'appelle Michael. J'ai fait la chaîne La Matière parce que je voulais d'une part rendre hommage à mon mentor. Voilà, c'est Monsieur Burin-Stenas. Vous pourrez faire vos recherches internet, c'est très... Mais j'ai d'autres mentors, hein, comme Jean Dubuis, Monsieur Lobanov, voilà, mes respects, d'anciens hermétistes qui, cela va de soi, sont très abscons, dans le sens où les écritures ne sont pas évidentes. C'est tout un chemin, c'est tout un parcours qui m'a amené à être aujourd'hui alchimiste. Et dans la vie de tous les jours, je suis psychothérapeute, naturopathe, hypnothérapeute, magnétiseur, radiesthétiste. Voilà. Ce n'est pas pour dresser une liste exhaustive de tout ce qui est, en tout cas, de ce dont je suis capable de faire. Simplement, c'est que, étant donné que l'hermétisme, l'alchimie est la base de tout, cela va de soi que tout est une arborescence. Ce tronc principal est l'alchimie, la doctrine hermétique. Étant donné qu'elle est la base de tout, forcément, les branches seront très variées, très diverses. Il est tout à fait probable et même tangible que de s'adonner à plusieurs disciplines parce qu'elles découlent les unes des autres et tout fonctionne comme un tout. À partir du moment où on commence à s'y intéresser, à s'y plonger, c'est toujours pareil, hein, c'est une histoire de passion, hein, de motivation. Mais en même temps, si vous regardez bien, je vous parle toujours de subir ou d'agir et c'est pas toujours évident de tracer son chemin là-dedans. Parce que pour tout le monde, les questions existentielles sont légion. Ce n'est pas le monopole de quelques personnes. Mais en tout cas, j'en reviens à ce que je disais pour mon ami. C'est une sorte de résumé de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Mon but est, s'il en est un, bien entendu, à vocation pour être thérapeutique. Dans le sens où je ne vais pas appliquer quelque chose de particulier. Si l'univers me le permet, je l'espère pouvoir faire plus de vidéos dans lesquelles je vous ferai part de toutes ces expériences qui, de près ou de loin, pourraient vous faire du bien. Aujourd'hui, on donne des mots là-dessus. Hein. J'ai fait psychologie, entre autres, en études, mais ce qu'on peut appeler le développement personnel, voilà, c'est très très vaste. Hein. À partir du moment où on se sent bien, quelque part, on a développé son personnel. L'hermétisme peut apporter les clés. C'est-à-dire que, imaginez, selon vous, est-ce qu'il est mieux de donner du poisson tous les jours à quelqu'un pour le nourrir ou de lui apprendre à pêcher? La réponse est évidente. En tout cas pour ceux qui veulent comprendre. Je donne beaucoup d'exemples qui viennent mettre en lumière des arguments. Vous savez, quand vous avez vécu certaines choses, et je sais que vous avez vécu certaines choses, comme je dis, on n'a pas le monopole, mais quand vous avez vécu certaines choses et qu'elles deviennent évidentes, parce qu'au début, ça va à l'encontre de tous vos principes, en tout cas de tout votre esprit cartésien, s'il en est. Et quand elles viennent exploser ceci, ça a un effet irréversible sur la personne, bon gré mal gré. Et ça, c'est ce qui peut amener soit en fait à une découverte, ou en tout cas à un apprentissage. L'apprenti sage. C'est en apprenant que l'apprenti devient sage. On peut percer certains secrets qui n'étaient pas secrets, il fut un temps. Mais avec l'obscurantisme qui a suivi, notamment au Moyen-Âge, il y a des arts
et des sciences qui se sont perdues. Mais heureusement, à travers les siècles, il y a des personnes initiées, des adeptes, qui ont pu encore subsister, malgré les différentes pressions que peuvent amener les sociétés jadis ou contemporaines. Bon, ça encore une fois, c'est un aparté. Comme je vous le disais, c'est surtout pour mon ami, et pour vous tous d'ailleurs, que je vous fais part de ces impressions, en tout cas ce vécu, cette expérience personnelle. Je suis toujours pas très à l'aise devant une caméra. Simplement, je vous dirais que à travers mes expériences de recherche, j'ai pu comprendre certaines choses qui, je l'espère, vont vous apporter des bienfaits. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Je prends mon temps pour le faire parce que, effectivement, le temps, c'est pas de l'argent. Le temps, c'est précieux. Le temps vaut plus que de l'argent. Réfléchissez à ça, mais... Donc, je consacre mon temps. Ça me fait plaisir, attention, hein. Je souhaite que pour vous, il en ira de même. Voilà. Tout d'abord, je parle un petit peu d'hermétisme, parce que l'hermétisme, c'est fondamental. Si on ne saisit pas les fondements, les principes de l'hermétisme, de l'alchimie. Mais attention, l'alchimie, ce n'est pas quelque chose forcément d'opératif, à savoir travailler au creuset pour pouvoir obtenir certains résultats, tout ça. Ça en fait partie, mais ce n'est pas seulement ça. Il y a d'autres voies, les voies initiatiques, les voies personnelles, la recherche de la vérité. La vérité mène à une forme de bonheur, parce que je sais que, excusez-moi, je sais qu'avant toute chose, c'est la quête du bonheur. On recherche le bonheur, voilà. Donc le bonheur passe forcément par le bien-être. Et le bien-être ne s'acquiert que en faisant. Dans la vidéo précédente, je disais, pour être, il faut faire. Donc le but, ça va être de faire, tout comme ce que je fais maintenant. Je disais, dans l'hermétisme, il y a des principes. L'hermétisme est une philosophie, une façon de concevoir les choses qui est au top. C'est-à-dire, je ne vais pas passer par quatre chemins, c'est ce qui est vrai. Ça ne veut pas dire que les autres choses sont fausses. Rappelez-vous, principe de polarité, d'accord? Il n'y a pas 0 et 1, il y a des nuances. Il y a certains, on va dire, dogmes, ou en tout cas mouvements de pensée, qui s'approchent véritablement, je dis bien véritablement, de ce qui est bon pour l'homme. Mais comme je vous l'ai dit, je ne ferai pas de prosélytisme. On pourrait parler de religion, mais c'est quelque chose qui est très ambigu parce que je ne veux pas passer pour quelqu'un que je ne suis pas. C'est quelque chose que j'ai étudié, croyez-moi. Les religions monothéistes et certaines religions polythéistes. Mais tout se recoupe parce qu'il y a plusieurs façons de dire la vérité. L'interprétation est toujours quelque chose de subjectif. Vous savez, la religion est l'interprétation humaine du divin. Donc ça reste toujours quelque chose de relatif. Mais qui cherche une vérité et qui, dans son bon droit, pense l'avoir atteinte parce que ça va vers quelque chose qui est finalement véridique. Mais toujours pareil, c'est une interprétation. Donc je ne dis pas que l'hermétisme non plus n'est pas une interprétation, mais simplement, avec tous les principes dont je vous ai parlé jusqu'à présent, vous comprenez que c'est une vérité, parce que c'est implacable. C'est ce que d'aucuns disent la logique. Et la logique, c'est quelque chose qui est irréfutable. Si l'on comprend que l'hermétisme est la base, donc forcément tout découle de l'hermétisme. C'est cette vidéo parce que c'est le principe de mentalisme, le principe de correspondance, le principe de vibration, le principe de polarité, le principe de rythme, le principe de causalité, dont on va traiter maintenant, et le principe de genre. Tous ces principes se complètent et viennent expliquer à notre esprit humain comment fonctionne l'univers, comment nous fonctionnons dans l'univers, comment on doit fonctionner dans l'univers, c'est-à-dire sur Terre en gros, hein, au-delà de toute forme d'imposition, au-delà de toute forme de conditionnement, parce que le conditionnement, c'est celui que l'on veut bien admettre. Vous savez, c'est le principe du verre à moitié plein ou à moitié vide. Merci d'avoir écouté cette introduction qui était quand même comaque, hein. Elle était balèze, mais pour mon ami, il se reconnaîtra. Maintenant, pour tout le monde, je vais vous parler du principe de causalité. Les causes et les effets. Je vais d'abord citer le vieil axiome hermétique qui sera développé. Toute cause a son effet. Tout effet a sa cause. Tout arrive conformément à la loi. La chance n'est qu'un nom donné
à la loi méconnue. Il y a de nombreux plans de causation, mais rien n'échappe à la loi. C'est ce que prône le vieil axiome hermétique sur la causalité. À partir de là, on comprend d'emblée une chose, c'est que le hasard n'existe pas. C'est lancé. Qu'est-ce que le hasard? Le hasard, c'est un mot qu'on donne à une science méconnue, véritablement. Le hasard, on le retrouve dans le dictionnaire d'ailleurs. Toutes les civilisations, toutes les langues ont essayé d'expliquer ce qu'était le hasard. Pourquoi le hasard n'existe pas? Parce que tout a sa cause et tout a son effet. Je vais vous donner quelques exemples. Si vous mettez un coup de pied dans une poubelle et que vous répandez les ordures, à votre avis, est-ce que ces ordures-là vont s'amonceler de façon ordonnée, de façon à faire une pyramide? Non, on est d'accord. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ça va être désordonné. Le chaos. Chaos en grec, d'accord? À l'inverse de cosmos, ordre. Donc ça va créer le désordre. Mais ce désordre-là, c'est ce que nous, en tant qu'esprit humain, on interprète comme quelque chose d'inopiné, c'est-à-dire en fait incongru. Voilà, c'est tombé, c'est par hasard. On n'a pas fait exprès, en plus, de mettre le coup de pied dans la poubelle. Et les ordures se sont répandues de façon anarchique. C'est vrai de notre point de vue, et on se contente de ça. Mais vous êtes d'accord que, selon les principes de vibration, de polarité, de rythme, et de celui-ci, causalité, vous comprendrez qu'en fait, sur chaque ordure qui s'est répandue, des forces sont exercées dessus. Et ces forces obéissent à la loi. Ce sont des forces universelles. C'est incroyable. Entre la gravité, la poussée d'Archimède, même l'effet Doppler avec le son viendrait interagir dedans. Mais en tout cas, comprenez bien une chose, c'est que si les ordinateurs étaient assez puissants pour calculer toutes les forces exercées sur chaque ordure que contenait la poubelle, et que toutes ces données seraient compilées, bien entendu, il faudra un ordinateur incroyablement musclé. Mais vous comprenez l'idée? Partons du principe que cet ordinateur est en mesure de pouvoir calculer toutes ces données. On va reprendre du début. Le coup de pied qui vient frapper la poubelle, la force exercée du pied qui vient frapper cette poubelle. Mais de quelle matière est faite cette poubelle? De plastique? De métal? Le poids va être différent? Sa taille? Les ordures qu'elle contient? Toutes ces données se perdent dans les causes. Mais en tout cas, ça se répand et on ne sait pas dire comment vont se répandre les ordures. Mais l'ordinateur, musclé, lui, il le saurait. De même que les chiffres du loto. Si on des ordinateurs assez puissants pour calculer toutes les forces exercées sur chaque boule au moment où elles tombent, au moment où elles s'entrechoquent, jusqu'au moment où elles vont passer par le tuyau pour pouvoir sortir, on saurait les numéros du loto. C'est simplement parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité de le faire. Mais c'est faisable. Donc si c'est faisable, ça prouve que des lois mathématiques, physiques, s'opèrent dessus. Donc c'est quantifiable. Et si c'est quantifiable, ça ne devient plus du hasard. Parce que le hasard est un mot donné à une science qu'on ignore. Tout comme la chance. Heureusement qu'il y a des mots tels que le karma, qui viennent rattraper un peu le tout, le destin, maktoub, comme disent les musulmans. Tous ces mots, en fait, ne sont qu'une seule et même chose. C'est quelque chose qui est écrit, mais qui est en devenir, ça fait partie de la loi de causalité. La cause et les effets. Le hasard n'existe pas. Admettre que le hasard existe viendra en contradiction avec le principe de mentalisme, avec la loi, avec la substance, l'existence du tout. Celui que tout le monde appelle Dieu. Ce principe irait à l'encontre du principe de mentalisme. Parce que le hasard voudrait dire qu'il échappe à la loi. Il est en dehors finalement de l'univers. Parce que dans l'univers, tout obéit à des lois. Sur tous les plans. Rappelez-vous. Sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan spirituel. Et comme tout est de même nature, mais à des taux de vibration différents. Rappelez-vous tout ça. Il faut comprendre que tout est lié. Tout est intrinsèquement lié. Mais simplement, tout se perd dans des causes multiples. C'est-à-dire qui échappent à notre entendement.
Parce que notre entendement n'est pas fait pour concevoir toutes ces causes. Sinon, nous n'aurions pas cette impression de choix. Comprenez par là. On peut dire que tout est écrit. Mais cela voudrait impliquer des choses plus ou moins dubitatives vis-à-vis de nous. C'est-à-dire, alors dans ce cas, je n'ai pas le choix. Mais c'est faux, parce que le matin, vous avez le choix de vous lever ou de ne pas vous lever. Vous avez le choix de vous brosser les dents ou pas. C'est quelque chose que vous ressentez. À partir du moment où vous le ressentez, c'est que c'est réel. Ça ne veut pas dire pour autant que, étant donné que l'univers définit l'espace et le temps, en dehors de l'univers, c'est le tout, qui est affranchi du temps et de l'espace. On peut comprendre que tout est déjà écrit. On appelle ça les mémoires akashiques. Mais nous sommes des êtres relatifs, donc perfectibles. Il ne nous est pas permis de pouvoir concevoir les dessins, les plans du tout. Parce que sinon, ça voudrait dire que nous comprenons toute cause qui aurait tout effet. Vous savez, si jamais on habite en montagne, on se prend une pierre sur notre toit en contrebas d'une montagne. Nous habitons à flanc de montagne. Et cette pierre-là vient fracasser la toiture. Qu'est-ce qu'on peut accuser? Est-ce qu'on peut accuser la conception même de la toiture? Le fait d'habiter à côté d'un flanc de montagne? Le fait qu'une pierre se soit décrochée, qui a déclenché cet événement? Mais la pierre, si elle s'est décrochée, c'est dû à quoi? C'est dû à l'érosion. C'est dû aux éléments qui ont agi sur la matière et qui ont fait décrocher à un moment donné cette pierre, cette montagne. D'où vient la pierre? Elle est due à quoi? À la tectonique des plaques qui a eu lieu dans les temps géologiques, qui a fait émerger cette protubérance rocheuse. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se perd dans les causes, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas à nous de définir ou de concevoir ces choses. Mais par contre, pour nous, là où ça nous fait du bien, c'est de lâcher prise. C'est de comprendre que nous faisons partie du grand plan de causes et des effets. Le hasard n'existe pas. C'est rassurant parce que si l'on peut comprendre que le hasard n'existe pas, ça veut dire qu'on peut interagir sur les causes et les effets. Vous savez, ce principe de subir, le principe de rythme dont j'ai parlé précédemment, se va et se vient, d'accord? L'aller est, on va dire, la cause. Et le retour, ce sont les effets. Vous comprenez pourquoi je vous dis qu'on peut maîtriser le principe de rythme? Quand je vous disais que l'on s'esquive. À partir du moment où l'on devient la cause, forcément, on maîtrise les effets. Le hasard n'existe pas. Un examen attentif montrera que ce que l'on appelle le hasard est simplement destiné à expliquer des choses obscures. Des choses que nous ne pouvons percevoir, des choses qu'on ne peut pas comprendre. D'ailleurs, le mot hasard est un dérivé d'un mot ancien qui veut dire tomber. Mais dans le sens de la chute d'un dé, par exemple. Regardez, si on prend des dés, vous voyez, toujours pareil. On croit que c'est le hasard. Mais au moment où on le met dans le gobelet, l'agitation qu'il va y avoir dedans, quand on le remue, au moment où on le lance, qu'il va rouler et donner le nombre, croyez-moi, il n'y a pas la place au hasard. Tout est une question de calcul et il ne saurait en être autrement. C'est-à-dire que la face qui va tomber n'aurait pas pu être une autre face. Parce que les forces exercées par le joueur, le lancer, comprenez, je ne saurais vous expliquer toutes les forces qui sont exercées à l'intérieur. Mais en tout cas, sachez que c'est une vérité. Si nous pouvions les dénombrer, ça deviendrait une vérité. Le hasard tomberait à l'eau. Comme je vous l'ai dit, ça tombe dans la multiplicité, dans la pluralité de toutes les causes. Vous verrez qu'en fait, à peu de choses près, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 seraient plus ou moins au même niveau. Vous verrez, comprenez ces choses. Au loto, je vous garantis que vous avez autant de chances de voir sortir les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, je ne sais plus combien il y a de chiffres au loto, je ne joue pas. On va dire, je crois qu'il y a 5 chiffres et 2 étoiles, je ne sais plus. Mais en tout cas, vous avez compris. Vous avez autant de chances de voir sortir le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que de voir sortir le 22, le 38. Voilà. C'est simplement un effet de quelque chose. Un effet. Et cette probabilité peut arriver. Vous comprenez ce truc? Si vous jouez au loto, le fait de jouer toutes les semaines ne multipliera pas vos chances de gagner. Parce que à l'échelle des probabilités de pouvoir remporter le gros lot, croyez-moi, si sur toute une vie,
vous jouiez 2 à 3 fois par semaine, pendant toute une vie, vous auriez changé sensiblement de 0,00001. C'est peanuts, c'est dérisoire. Si vous jouez au loto, vous jouez quand vous le sentez, parce que ça doit arriver comme ça, parce que ça se perd dans les causes. C'est pour ça qu'en fait, on lâche prise vers cette force inconnue, ce hasard. Mais on sait très bien que ça peut arriver ou ça ne peut ne pas arriver. Voilà. C'est pour ça qu'il faut se soustraire à ceci. Soustrayez-vous à tout ce qui peut, de près ou de loin, vous amener à quelque chose de hasardeux. Parce que ça voudrait dire que vous vous confondez dans les effets des multiples causes. Au lieu de devenir une cause de quelque chose, ce n'est pas forcément quelque chose d'applicable tout le temps, constamment, parce qu'il faut une discipline mentale de fer, d'acier. Vous vous imaginez un autre exemple. Tout le monde a 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents, etc., etc., etc. Si on remontait assez loin, il n'y a pas besoin de remonter si loin que ça, hein, mais on aurait des millions d'ancêtres. Vous imaginez si un de ces aïeux venait à disparaître au moment où, avant de concevoir la lignée. Nous ne serions pas là. À force de génération, c'est tellement loin qu'on pourrait attribuer ça au hasard. Mais vous comprenez qu'en fait, cela n'est en rien dû au hasard. C'était écrit, ça devait se passer comme ça. Puisque nous sommes là. Le pourquoi c'est fastidieux. Le pourquoi, c'est la question que tous les philosophes modernes se posent. Le comment est bien plus intéressant. Le comment ça se passe. Comment je vais faire. C'est pas pourquoi. Pourquoi maintenant? On le sait. Le tout a créé l'univers mentalement. Et nous sommes une partie infinitésimale de l'univers qui réfléchit mentalement, avec un niveau spirituel, dans un corps. Nous pouvons transmuter tout ceci, tout comme on le fait en alchimie. L'hermétisme, c'est fantastique. Plus rien ne vous échappe. Excusez-moi si ça a l'air prétentieux, ce n'est pas le cas. Vous savez, la plupart des gens, plus ou moins, sont esclaves de l'hérédité, de l'entourage, etc. Et ce qu'ils appellent la liberté, en fait, n'est appréciée que dans une certaine mesure. La plupart des individus sont influencés par les opinions, les modes de pensée, les habitudes, tout ce qui est influençable, en tout cas influencé par le monde extérieur, mais aussi par leurs émotions, leurs sentiments, leur état d'esprit, ce qui fait leur caractère. Ils ne manifestent rien qui soit digne du mot maîtrise. Et c'est pas parce qu'on entend dire « oui, moi je suis libre de faire ce que je veux » que ça devient une vérité. Parce qu'encore une fois, tout est relatif. Vous verrez que chaque façon de penser est véhiculée par un sentiment, une émotion, un message extérieur. J'en veux pour preuve la musique et le cinéma, comme j'en ai parlé. Très souvent, on définit quelqu'un, en tout cas dans, on va dire, de l'adolescence à l'âge jeune adulte, on peut très bien, il n'y a pas besoin d'être mentaliste pour comprendre que en regardant une personne, on sait tout de suite ce qu'elle aime comme musique. Et la musique va définir en plus un style de vie. Comment ne pas dire à cette personne, de près ou de loin, qu'elle n'est pas influencée, elle n'est pas maître d'elle-même? Ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Je dis juste qu'en fait, il faut remettre les pendules à l'heure. Elle obéit à des codes imposés par une influence extérieure. On peut apprécier la musique, un style de musique, mais en tout cas, s'afficher avec un signe ostentatoire que l'on aime ce genre de musique, c'est, pour les gens intelligents, une preuve de « bah t'es un esclave ». Il en va de même pour les effets de groupe. Vous remarquerez, j'avais fini une vidéo sur ce petit adage que dans un troupeau, ben, la majorité ce sont des moutons. Il y a des loups, certes, mais c'est le berger qui guide. Voilà, parce que le berger a un niveau de maîtrise complètement différent de ceux des moutons. Les moutons, eux, se sentent à l'aise. On va pas les plaindre, hein, mais en tout cas, ils se sentent en adéquation avec leur environnement. Voir bien leur face. Mais ça, c'est vraiment une soumission aux effets des causes. C'est une vue de l'esprit, c'est une façon de concevoir les choses. Quel est l'intérêt finalement de agir plutôt que de subir?
Mais ça change tout. Ça change absolument tout. Parce que comme je le dis depuis le début, vous allez être maître de votre état d'esprit, de vos émotions, de vos sentiments. La façon dont vous allez ressentir les choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ne va pas faire de vous un automate, quelque chose d'inerte qui ne ressent plus rien. Bien au contraire. Tout est extrapolé, mais bien moins démonstratif. Je ne dis pas par là qu'il faut être réservé, c'est pas ça. C'est que vous comprenez que chaque chose est illusoire. Vous prenez tout avec relativité. Vous savez, les personnes qui méditent, qui font du yoga, qui font du reiki, toutes ces personnes, attention, ce n'est pas une liste exhaustive, hein, mais vibrent d'une certaine façon qu'on ne peut pas appréhender avec la logique. Tout ce dont je vous parle jusqu'à présent, c'est la logique, parce que je veux poser les bonnes bases, pour pouvoir ensuite vous parler de quelque chose de bien plus ésotérique. Je ne vous le cache pas, on va rentrer vraiment dans des sujets intrigants, on va dire. Bon, j'en reviens aux personnes pratiquant du yoga, de la méditation. Ils ne peuvent pas expliquer cet état qui ne doit rien au hasard, parce qu'ils arrivent à transmuter leur esprit pour se mettre dans un certain état de béatitude, de bien-être, parce qu'ils mettent en harmonie le corps, l'esprit et l'âme. C'est tout simple, c'est ça. Il n'y a pas besoin d'être maître Yoda ou de se raser le crâne. Dans la vie de tous les jours, nous sommes ce que nous sommes. Vous savez, si les prophètes des religions monothéistes avaient vécu au jour d'aujourd'hui, excusez-moi pour le pléonasme, ils ne seraient pas habillés d'une façon excentrique. Jean, polo, basket, voilà. Comme vous et moi, parce qu'ils seraient en adéquation avec le moment, d'accord? Encore une fois, les choses, de près ou de loin, n'arrivent pas par hasard. Je voulais vous donner un autre exemple. Vous savez, les galaxies, les escargots, rien n'est dû au hasard. Cette façon de faire, c'est, d'un point de vue scientifique, c'est ce qu'on pourrait appeler le nombre d'or. Ils obéissent à un coefficient qui est identique aux galaxies et aux escargots. Donc, vous voyez la différence de taille qu'il y a entre des galaxies et un escargot. Pourtant, ils obéissent aux mêmes lois mathématiques. À savoir, ils obéissent à un coefficient qui est le nombre d'or, comme je vous le disais, donc 1,618. Voilà. En grec, c'est le phi. Ce nombre-là, il est très très important. On l'appelle également le nombre divin. Parce que il arrive à expliquer à lui seul la nature mathématique de l'univers. Vous voyez, la science ne va pas en opposition à la foi. Est-ce que ça vous parle, la suite de Fibonacci? Je vais aller doucement. La suite de Fibonacci, c'est ça. 1, 1, 2, 3, 5, 8, etc. Le chiffre suivant est l'addition du chiffre précédent, des deux chiffres précédents. En arrivant à bien plus loin dans cette suite, si l'on divise le nombre suivant par le nombre précédent, on tombera sur un chiffre à virgule, mais les trois premières seront toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'on aura 1,618. Le nombre d'or, voilà, qui, d'un point de vue mathématique, c'est pour ça que je fais un petit aparté là-dessus, parce que vous pourrez vous renseigner et vous verrez que par là, le hasard n'existe pas. Ce nombre-là a été utilisé depuis la nuit des temps pour tout ce qui est du domaine scientifique et architectural et artistique. En tout cas, de ce que hermétistes savons, ce nombre remonte à Hiram, l'architecte du prophète et roi Salomon, qui est mentionné dans toutes les religions monothéistes. Cet homme était si riche, d'ailleurs c'est l'homme le plus riche qui n'y aura jamais existé, inflation comprise. La reine de Saba, lorsqu'elle est rentrée dans son palais, la première fois, a levé sa robe, croyant que par terre c'était mouillé, et non, c'était du cristal. Bon, il était très riche. Son architecte, Hiram, était un génie, hermétique. Le roi Salomon lui avait demandé de concevoir un temple dans lequel il pourra entreposer son trésor. Mais de façon hermétique. Rien ne peut rentrer, rien ne peut sortir, vous comprenez un peu. Hein? Hiram l'a conçu sous ce coefficient, 1,618, le nombre d'or. Si vous prenez votre carte de crédit, ou votre carte vitale, vous prenez la longueur. Attention, il faut être très précis. La longueur, vous divisez par la largeur, vous verrez, vous tomberez sur 1,618. C'est un rectangle d'or, voilà.
lorsque Leonardo da Vinci a peint la Mona Lisa, donc la Joconde, pourquoi elle est si célèbre? C'est parce qu'il a travaillé avec ce coefficient, 1,618, c'est-à-dire la hauteur du visage divisée par la hauteur entre le front et le nez, donne 1,618. En gros, ce sont les proportions parfaites, ce sont les proportions divines. Et si l'on fait un rectangle d'or, et que dans chaque rectangle, donc dans ce rectangle on fait un carré, vous verrez qu'il reste un rectangle. Si dans ce rectangle nous faisons de nouveau un carré, il reste de nouveau un rectangle plus petit, et ainsi de suite. Si nous faisons un quart de cercle, à chaque fois dans chaque carré, vous verrez qu'en fait ça fera une forme d'escargot. Les fleurs obéissent à ce même principe, on appelle ça aussi des fractales. On comprend même maintenant en thermodynamique que le fait d'obéir à ces fractales, on obtient un gain d'énergie incroyable. Parce que la nature est bien faite, je vous le dis, rien n'est dû au hasard, rien. Les vagues qui s'échouent, absolument tout, je pourrais tout mentionner, mais simplement, n'oublions pas mes amis, ne nous perdons pas dans une pluralité de causes. Laissons ça à l'ordre créateur du tout. S'il nous a fait, c'est pour être à son image, à savoir faire les mêmes choses, mais d'un point de vue relatif, puisque lui est absolu, en dehors du temps et de l'espace, mais en même temps partout, parce que c'est sa création, d'accord? Nous sommes en mesure de pouvoir créer mentalement à l'instar du tout. Et là, nous obéirons à ces lois, à la loi, pour soumettre les lois. En gros, ce que j'essaie de vous expliquer depuis le début, c'est-à-dire il ne faut plus se soumettre aux lois dictées par l'environnement. Je suis vaste, hein, vous avez compris. Il faut être maître de soi-même, mais tout en adéquation avec la nature. Donc forcément, ça sera pour quelque chose de bien. Je n'invite pas à la révolte, j'invite à la réflexion. J'invite au repli sur soi-même, parce qu'en alchimie, pour faire, il faut d'abord défaire. Il faut défaire parce que ce n'est qu'en séparant et en purifiant qu'on pourra ensuite réunir et atteindre l'unité. Rien n'est dû au hasard. Si on veut faire un katana, un art subtil et raffiné, jusqu'à présent pas égalé, si le maître forgeron n'avait pas pris du tamahagane, cet acier à haute teneur en carbone, enfin en tout cas qui va être à haute teneur en carbone, s'il n'avait pas pris cet acier dans les montagnes, si cet acier n'avait pas ne gisait pas dans ces montagnes, si ces montagnes n'avaient pas été là, si le Japon n'avait pas été là, etc. Voilà. En tout cas, le forgeron prend le tamahagane, travaille le tamahagane. Vous savez, pour faire un beau sabre, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas prendre de l'acier et lui raconter de belles histoires en lui mettant des beaux joyaux dessus. On va le frapper, on va le faire fondre, on va le travailler, on va le forger, on va le plier, on va le reforger. On va le polir. Toutes ces expressions, en fait, de broyage au noir. C'est-à-dire que c'est par l'œuvre au noir que va passer l'état des choses pour pouvoir atteindre une pureté. D'abord l'œuvre au noir, ensuite l'œuvre au blanc, et enfin l'œuvre au rouge. Et toutes ces manifestations sont inhérentes à chaque chose dans l'univers. Et rien n'est dû au hasard. Comprenez-moi, mes amis. Pour résumer tout ça, ne cherchons pas à comprendre la pluralité des causes. Faisons confiance. Mais soyons aiguisés. Il faut observer. Vous savez, mon mentor dit, en alchimie, il faut être silencieux, immobile, aligné. Ça résume pas mal tout ce qui a été abordé jusqu'ici. Parce que il y a une façon de faire qui vous met au-delà. J'ai hésité à utiliser ce mot, je voulais dire en parallèle, mais au-delà est plus approprié. Parce qu'en parallèle, ça serait réducteur. Au-delà de tout ce qui est influence, manipulation, conspiration. Je vais utiliser des mots comme ça parce que, bon, ils sont d'actualité, bien que je suis de près ou de loin. Mais bon, complotisme et tout ça. On s'éloigne de tout ça. On s'éloigne de tout ça, on se recentre sur nous-mêmes. Et on comprend notre place. Et à partir du moment où on comprend notre place, toujours dans ce principe de causalité, nous comprenons que nous faisons partie intégrante du grand plan. Et ça, c'est plutôt pas mal. La grande majorité des gens se laissant porter comme la pierre qui roule, de Rolling Stone, obéissant à leur entourage, aux influences extérieures, et à leur état d'esprit intime, à leurs désirs.
et à leurs désirs, et sans parler des désirs imposés par d'autres personnes qui les influencent. Parce qu'ils sont plus forts qu'eux-mêmes. De l'hérédité, de la suggestion. Les menant sans la moindre résistance, c'est comme des pions, sans volonté. Voilà, mus sur l'échiquier de la vie, au gré des aléas, des va et des viens. Le principe de rythme, comme je vous l'ai dit la dernière fois, opère de façon magistrale sur ces personnes, parce que ça va et ça vient, ça tangue, ça donne le mal de mer. Mais les maîtres, connaissant les règles du jeu, s'élèvent au-delà de ça. L'initiation. Et encore une fois, je fais un petit aparté sur mon pote, sur mon ami. La suite, ça va être le principe de genre. Ça sera la dernière vidéo et ça sera celle qui viendra clôturer l'ensemble des principes hermétiques pour pouvoir avoir la maîtresse clé pour accéder à de nouvelles capacités. Pour ceux qui prennent le train en marche, on va dire, je vous invite à aller regarder mes plus anciennes vidéos. À l'issue de tout ça, des exercices. Je l'espère exaltants, qui vont vous plaire. Mais en tout cas, je ne vous lâcherai pas. Je vais conclure là-dessus, parce que c'est pas mal. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt mes amis, pour le principe de genre.